Voilà ce qui arrive quand on me désobéit, a dit mon père, debout devant un feu qu'il avait allumé avec tout ce que je possédais, tout en tenant un tuyau d'arrosage pour protéger sa pelouse. Mes vêtements, mes carnets de croquis, la courte pointe faite main de ma grand-mère, 3 hivers de couture, tout a disparu en 4 minutes. J'avais 17 ans. J'ai regardé la fumée s'élever, et je n'ai rien dit. 6 ans plus tard, je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. J'ai prononcé 2 mots. Ce qu'il a trouvé dans sa boîte aux lettres ce soir-là a tout changé, mais pas de la manière dont il s'y attendait. Avant de continuer, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous si cette histoire vous parle. Indiquez votre ville et l'heure locale dans les commentaires, j'adore savoir d'où vous m'écoutez. Je m'appelle Bethany. J'ai 23 ans. Maintenant, laissez-moi vous ramener à Dayton, en Ohio, l'automne de mes 17 ans, la semaine où mon père a trouvé mon dossier d'inscription à l'université. La maison au 4892 Ridgewood Drive était un pavillon de 3 chambres, sur un terrain de 1000 mètres carrés, dans une banlieue où une boîte aux lettres sur 2 arborait un autocollant du drapeau américain, et où chaque allée accueillait au moins un pick-up. Mon père, Gerald Thornton, avait refait le toit lui-même, coulé la terrasse en béton lui-même, et fixé une plaque de numéro de maison en laiton à côté de la porte d'entrée, qu'il polissait chaque printemps comme s'il s'agissait d'une médaille gagnée au combat. Pour lui, cette maison n'était pas un abri, c'était une preuve. La preuve qu'il avait bâti quelque chose. La preuve qu'il était quelqu'un. La preuve qu'il commandait. Et à l'intérieur, il commandait. Le dîner était à 6 heures précises. Je cuisinais. Je faisais la vaisselle. Mon frère aîné, Garrett, s'asseyait à table, mangeait, puis laissait son assiette devant moi sans un mot, car c'était simplement ainsi que les choses fonctionnaient chez nous. Gerald siégeait en bout de table, la télécommande à la main. La télévision ne diffusait jamais que ce qu'il choisissait. Et si le repas était en retard, ou si le poulet était trop sec, le silence à cette table devenait pesant, quelque chose qui vous écrasait les épaules jusqu'à ce que vous ne puissiez plus avaler. Gerald gardait chaque document important verrouillé dans un classeur en acier dans le garage, mon certificat de naissance, ma carte de sécurité sociale, mon carnet de vaccination. Je n'avais jamais tenu mes propres papiers d'identité. Un jour, quand j'ai demandé mon numéro de sécurité sociale pour un petit boulot dans un café, il a recopié les 9 chiffres sur un post-it, m'a regardé les mémoriser, puis a repris le papier. Dans le salon trônait son fauteuil inclinable La-Z-Boy en cuir bordeaux, craquelé aux accoudoirs. Personne ne s'y asseyait, personne n'y touchait. Il faisait face au téléviseur comme un trône face à une cour. Et chaque soir, Gerald s'y installait avec l'autorité d'un homme convaincu que toute la maison gravitait autour de son confort. C'était le cas. Mon frère Garrett avait 22 ans quand j'en avais 17. Gerald avait payé ses frais de scolarité à l'université locale, 1 an et demi de cours que Garrett séchait la plupart du temps, avant d'abandonner sans le moindre remerciement. Maintenant, Gerald dessinait des plans pour installer Garrett dans son propre garage de réparation automobile. Le père et le fils passaient leur week-end à comparer les prix des ponts élévateurs et des criques, de la même manière que certaines familles planifient des vacances. Je faisais partie des 10% des meilleurs élèves de ma promotion. Ma professeure d'art, Madame R.O.R., avait épinglé l'un de mes portraits au fusain dans la vitrine du hall d'entrée. Mes notes en mathématiques étaient assez élevées pour que la conseillère d'orientation imprime une liste d'universités, qu'elle a fait glisser vers moi avec un regard plein d'espoir. J'ai ramené cette liste à la maison, cachée dans mon manuel. Après le dîner, une fois la table débarrassée, je l'ai posée devant Gerald. Il ne l'a même pas ramassée. L'université, a-t-il dit, ce n'était pas une question. Pourquoi faire? Le commerce, ai-je répondu, ou la comptabilité? Il s'est adossé. Une fille va à l'université, obtient un diplôme, puis se marie, et le diplôme finit dans un tiroir. Tu veux devoir $50 000 pour un morceau de papier dans un tiroir? Patricia, ma mère, se tenait devant l'évier, ses mains immobiles sur une assiette. Elle ne s'est pas retournée. Je pourrais obtenir une aide financière, ai-je dit. Tu pourrais surtout trouver un travail, et contribuer aux besoins de ce foyer, a-t-il répliqué, comme tu es censé le faire. Je travaillais déjà les week-ends au café, gagnant $8,75 de l'heure. Chaque dollar était déposé directement sur un compte que Gerald avait ouvert à nos 2 noms. Je n'ai jamais vu un seul relevé bancaire. Je n'avais pas de carte de retrait. Mon travail entrait sur le compte,
et Gérald décidait de ce qui en sortait. L'avenir de Gareth était un investissement, le mien était une dépense. Pourtant, chaque mardi et jeudi après les cours, je restais à la bibliothèque. Gérald pensait que je rangeais des livres pour du bénévolat scolaire. Ce n'était pas le cas. Quand j'avais 14 ans, Gérald a frappé la table du dîner si fort que les verres d'eau ont sursauté. Je ne me souviens plus de ce que j'avais fait, j'avais probablement parlé sans y être autorisé, ou respiré trop fort, ou simplement existé d'une manière qui lui rappelait qu'il n'était pas la seule personne dans la pièce. Il s'est penché vers moi, hurlant à 3 centimètres de mon visage, jusqu'à ce que ses postillons touchent ma joue. Le lendemain matin, j'en ai parlé à ma conseillère scolaire. Une femme des services de protection de l'enfance a frappé à notre porte 4 jours plus tard. Elle portait un badge et un sourire patient. Elle a inspecté la maison, propre, le réfrigérateur plein, pas de bleu visible. Elle a pris des notes et posé des questions. Gérald a été calme et poli pendant toute la visite, comme seul un homme sait l'être quand il sait ce qu'il risque. Rien n'en est ressorti, mais Gérald n'a jamais oublié. À partir de ce jour, je suis devenu la fille qui appelait les flics contre son propre père. Gérald s'est assuré que chaque tante, oncle et cousin le sachent. Au repas de Thanksgiving, au brunch de Pâques, au barbecue du 4 juillet, il glissait cela dans la conversation comme on gratte une plaie. Beth, ici présente, a un jour fait venir les services sociaux chez nous. À 14 ans. Vous imaginez? Je lui donne un toit, et elle me remercie avec une assistante sociale dans mon salon. La famille a cessé de m'appeler. Les invitations se sont faites rares. Je suis devenu là difficile. Le problème. L'exemple à ne pas suivre de ce qui arrive quand une fille ne connaît pas sa place. Et chaque fois que je protestais contre quoi que ce soit, le couvre-feu, les corvées, l'argent que Gérald prenait, il avait une phrase qui mettait fin à toute discussion: tu veux encore appeler les flics? Vas-y. On verra bien qui te croira, cette fois. Un soir, alors que nous étions seuls dans la cuisine, ma mère a chuchoté: ne le provoque pas, Beth. Ses mains tremblaient autour de sa tasse de café. Elle ne le défendait pas, elle survivait. Et dans son arithmétique de la peur, me faire taire était le seul moyen de nous garder toutes les deux entières. Sur le mur du salon était accroché un portrait de famille encadré, Gérald, Patricia et Gareth, souriant dans un studio J.C. Penney. Je n'étais pas dessus. Gérald disait à la famille que j'étais occupé ce jour-là. La vérité était plus simple, il ne m'avait jamais demandé de venir. Ma grand-mère, la mère de ma mère, est morte au printemps de mes 15 ans. Un cancer des ovaires, diagnostiqué trop tard. Elle a passé ses 2 derniers mois chez elle, dans un fauteuil qui ne ressemblait en rien à celui de Gérald, entouré de paniers de tissus et d'une machine à coudre qui bourdonnait jusque tard dans la nuit. La courte pointe qu'elle m'a laissée était un patchwork de morceaux de coton, provenant de vêtements que nous avions portés toutes les deux, une manche de ma chemise de sortie scolaire de CM1, un ourlet de la robe qu'elle portait à ma remise de diplôme de maternelle. Des morceaux de vieilles chemises de nuit en flanelle, superposés et cousus pour former quelque chose qui gardait la chaleur, comme seules les choses faites main savent le faire. Elle avait glissé des sachets de lavande dans les coutures. 2 ans après sa mort, je pouvais encore les sentir. Chaque nuit, je remontais cette couverture jusqu'à mon menton et j'avais l'impression, pendant 10 secondes, d'appartenir à quelqu'un qui était heureux que j'existe. Ma grand-mère a été la seule adulte à me dire clairement: tu es doué avec les chiffres, Bethany. Tu dois aller à l'école. Promets-le-moi. J'ai promis. C'est pourquoi, ces après-midi de mardi et jeudi à la bibliothèque, je n'étais pas bénévole. J'étais assise devant un ordinateur public, consultant la page d'admission de l'université Saint-Clair et remplissant mon dossier, champ après champ, enregistrant mes progrès, et effaçant l'historique de navigation avant de partir. J'utilisais l'adresse de l'école pour la correspondance. J'ai cité Madame ROR comme référence. J'ai écrit ma lettre de motivation sur la courte pointe sur le fait de construire quelque chose de beau à partir de restes, sur la patience comme forme d'amour. Je n'en ai parlé à personne. Ce que j'ignorais, c'est que Gérald avait activé les notifications parentales sur le réseau de l'école, une exigence qu'il avait imposée après la visite des services sociaux, sous prétexte de surveiller son utilisation d'Internet. Chaque semaine, le système classait les activités et envoyait un résumé aux parents enregistrés. La semaine où j'ai accédé aux ressources d'inscription universitaire 4 fois, Gérald a reçu une alerte. Je suis rentré un jeudi soir, et j'ai su que quelque chose n'allait pas avant même d'entrer dans la cuisine.
La télévision était éteinte. Gérald était assis dans son fauteuil, mais il n'était pas incliné. Il se tenait droit, les pieds à plat sur le tapis, les mains sur les accoudoirs, comme un juge sur le point de rendre un verdict. La maison était silencieuse d'une manière anormale, un silence chargé, sous pression, le genre de calme qui fait bourdonner les oreilles. « Assieds-toi » a-t-il dit. Je me suis assise sur le canapé en face de lui. Mon sac à dos était encore sur mes épaules, je sentais la fermeture éclair m'écraser la colonne. J'ai reçu un email de l'école, a-t-il commencé. Sa voix était basse et calme, ce qui était bien pire que les cris. Les cris signifiaient que l'orage était là, cette voix signifiait qu'il était encore en train de monter. Ressources d'inscription universitaire, 4 visites cette semaine. J'ai eu la gorge sèche. Je regardais juste. Dans mon dos, m'a-t-il coupé sans hausser le ton. Tu t'es assise dans cette bibliothèque et tu as postulé à l'université dans mon dos, après que je t'ai dit non, après t'avoir expliqué pourquoi. Je voulais juste voir si je pouvais. Tu as agi en cachette, exactement comme quand tu avais 14 ans. Il a laissé la référence aux services sociaux s'installer. Elle faisait toujours mouche. Tu appelles les autorités contre ton propre père. Tu agis dans mon dos pour faire la seule chose que je t'avais interdite parce que nous n'en avons pas les moyens. Toujours le même schéma. Menteuse. Sournoise. Patricia se tenait devant l'évier. J'entendais l'eau couler, mais elle avait arrêté de laver quoi que ce soit. Ses mains étaient immobiles dans l'eau. Gérald s'est levé. Le fauteuil a basculé une fois derrière lui. Il est allé au garage. J'ai entendu le classeur s'ouvrir, le cliquetis des clés. Quand il est revenu, il tenait un grand sac poubelle noir et son trousseau de clés de maison. Il m'a regardé et a dit un seul mot, dehors. Il est allé dans ma chambre en premier. Je l'ai suivi en haut, car je ne savais pas quoi faire d'autre, mon corps n'avait pas encore réalisé que ce qui se passait était réel. Gérald a arraché les vêtements de mon placard, mes chemises, mes jeans, le manteau d'hiver d'occasion que j'avais acheté avec mes pourboires. Il les a fourrés dans le sac poubelle comme on ramasse des feuilles mortes en automne de manière mécanique, minutieuse, sans hésitation. Mes carnets de croquis ont suivi, 3 ans de portraits au fusain, de nature morte, le dessin que Madame Héroer avait exposé dans le hall. Il les a pliés en 2 pour qu'ils rentrent. Puis les livres, algèbre, littérature, un exemplaire d'occasion de Orgueil et Préjugés trouvé dans un vide-grenier pour 50 centimes. Gareth se tenait dans le couloir, les bras croisés, appuyé contre l'encadrement de la porte. Il regardait comme on regarde un accident de voiture, fasciné, mais distant. Il n'a pas dit un mot, n'a pas tendu la main, n'a pas fait un pas. Il a simplement observé la vie de sa sœur être jetée dans un sac poubelle. Puis, il a regardé son téléphone. Ma mère est apparue derrière Gareth. Son visage était livide. « Gérald, s'il te plaît. Ferme-la, a-t-il dit sans se retourner, ou ce sera ton tour. » Patricia a reculé. Elle s'est plaquée contre le mur du couloir et est restée là, une main sur les lèvres. Gérald a arraché la courte pointe de mon lit. Un choc électrique m'a traversé la poitrine. « Pas ça, ai-je dit. » Ma voix s'est brisée pour la première et dernière fois. « S'il te plaît, ça vient de grand-mère. » Il a tenu la couverture en boule dans ses 2 mains et m'a regardé comme on regarde un objet qui va servir à donner une leçon. « Ta grand-mère t'a gâté, a-t-il dit. Regarde où ça nous a menés. » Il a tout descendu, a traversé la cuisine et est sorti par la porte arrière. Je l'ai suivi, et quand j'ai vu le baril de brûlage déjà installé au milieu du jardin, le vieux tambour en acier qu'il utilisait pour les branches au printemps, j'ai compris. Il avait tout prévu. Le baril attendait déjà là. Gérald a vidé le sac poubelle dans le baril. Mes vêtements, mes livres, mes dessins, tout est tombé comme si ce n'était rien. Il a attrapé la bouteille de liquide inflammable sur la table de la terrasse. Il l'avait préparée aussi. Il a tout arrosé. L'odeur chimique a déchiré l'air d'octobre. Puis, il a sorti un briquet de sa poche, a cliqué une fois, et a approché la flamme du bord d'une chemise. Le feu a pris instantanément. Je me tenais à 2 mètres et j'ai regardé 17 ans de souvenirs se recroqueviller et noircir dans un tambour en acier, au fond du jardin de mon père. Des pages de croquis se sont transformées en cendres. Le tissu a rétréci avant de se déchirer. Le liquide inflammable faisait monter les flammes si haut que je sentais la chaleur sur mes bras. Puis,
il a jeté la courte pointe. Le coton en patchwork, les carrés si soigneusement cousus par ma grand-mère, les sachets de lavande, la flanelle douce de mes chemises de nuit de petite fille. Le feu a mordu un coin et s'est propagé vers l'intérieur. Les couleurs ont terni, puis ont disparu. Tout a été fini en moins de 4 minutes. Gérald tenait le tuyau d'arrosage dans son autre main, pas pour mes affaires, mais pour sa pelouse, au cas où des étincelles s'envoleraient. Chez les voisins, j'ai vu Madame Ruth Delano sur son porche arrière. Elle avait 70 ans, les cheveux blancs, les 2 mains pressées contre sa bouche. Elle regardait à travers le grillage, et elle n'a pas détourné les yeux. Gérald s'est tourné vers moi. Il a haussé la voix, non pas pour moi, mais pour que tout le quartier entende, voilà ce qui arrive quand on me désobéit. J'ai fixé la fumée. Elle s'élevait en une fine ligne grise au-dessus des toits et s'évanouissait dans un ciel bien trop bleu pour s'en soucier. Je n'ai rien dit, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais déjà prononcé mon dernier mot dans cette maison. Il pensait me donner une leçon. Il avait raison, mais pas celle qu'il imaginait. Cette nuit-là, je me suis allongé sur un matelas nu, dans une chambre qui sentait le liquide inflammable et le regret. Plus de couverture, plus de dessins sur le bureau, plus de manteaux dans le placard. Gérald avait verrouillé la porte d'entrée à 9 heures, comme toujours avec le verrou qu'il avait installé lui-même, et dont la clé fonctionnait des 2 côtés, pour que personne ne puisse sortir sans sa permission. Vers 11 heures, la porte de ma chambre s'est ouverte. Pas de cognement, pas de lumière. Patricia s'est glissée à l'intérieur et s'est assise au bord du matelas. Elle n'a pas parlé tout de suite. J'entendais sa respiration saccadée, prudente, cette façon de respirer quand on essaie de ne pas exister trop bruyamment dans une maison qui punit le moindre son. Elle m'a glissé une enveloppe blanche dans la main. Je l'ai ouverte à la lueur du lampadaire qui traversait les stores. À l'intérieur, mon certificat de naissance, ma carte de sécurité sociale, et une petite liasse de billets à $340. C'était de l'argent qu'elle avait mis de côté sur le budget des courses pendant des mois, peut-être des années, le cachant là où Gérald ne regarderait jamais, car Gérald ne faisait jamais les courses. Pars, a-t-elle chuchoté. Ne reviens pas. Je suis désolé, bête. Elle m'a serré la main une fois, puis elle s'est levée, est sortie de ma chambre et a fermé la porte sans se retourner. Car si elle se retournait, elle pleurerait. Et si elle pleurait, Gérald l'entendrait. Et si Gérald l'entendait, l'enveloppe disparaîtrait dans le classeur, et cette unique fenêtre de liberté se refermerait pour toujours. J'ai attendu 15 minutes. Puis j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre au rez-de-chaussée, Dieu merci, j'ai passé mes jambes par-dessus le rebord et j'ai sauté le mètre qui me séparait du sol. Je portais un jean, un t-shirt et des baskets. Rien d'autre. J'ai marché jusqu'à la maison de Madame Delano. 3 minutes de marche. La lumière du porche était allumée. J'ai frappé 2 fois. Elle a ouvert la porte, a regardé mon visage, et m'a fait entrer sans poser une seule question. J'ai quitté le 4892 Ridgewood Drive avec $340 et une enveloppe blanche. Je ne savais pas que 6 ans plus tard, je me tiendrais devant cette même maison avec un titre de propriété à mon nom. Gérald a découvert ma disparition à 6h15 le lendemain matin, quand il n'y a eu personne dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Il ne m'a pas cherché. Au lieu de cela, il a pris le téléphone et a commencé à appeler toute la famille, les oncles, les tantes, les cousins, du côté des Thornton comme de celui de Patricia pour livrer une version des faits si parfaite qu'on aurait dit qu'il l'avait répétée. Elle s'est enfuie au milieu de la nuit, pas un mot, pas une explication. Après tout ce que j'ai fait pour elle, le toit, la nourriture, les vêtements. Certains enfants naissent simplement ingrats. Vous vous souvenez de l'histoire des services sociaux? C'est la même fille, le même schéma. Ce récit a pris racine immédiatement, car Gérald avait passé 3 ans à préparer le terrain. Les parents qui m'avaient déjà classé comme « difficile » m'ont alors considéré comme une « cause perdue ». Personne ne m'a appelé. Personne n'a demandé ma version à Patricia. Personne n'a pris sa voiture pour chercher une fille de 17 ans qui était partie en octobre sans manteau. Dès l'après-midi, Gérald avait vidé ma chambre. Madame Delano, qui regardait par la fenêtre de sa cuisine, m'a raconté plus tard qu'elle l'avait vu sortir une étagère, un petit bureau et une lampe. En moins de 48 heures, la chambre contenait un banc de musculation, un miroir sur pied et des tapis de sol en caoutchouc, la nouvelle salle de sport de Garrett. 17 ans de mon existence,
effacé en un week-end. Gérald a aussi appelé l'école, prétendant que j'avais été transféré pour vivre chez des parents. La secrétaire a enregistré l'information sans poser de questions. Ma conseillère d'orientation, celle qui avait imprimé la liste des universités, n'a jamais eu l'occasion de me demander où j'étais passé. Madame Delano m'a installé à sa table ce premier matin, m'a servi une assiette d'œufs brouillés et a dit « Mange d'abord, on verra la suite après ». Elle a sorti un annuaire d'un tiroir et a trouvé le numéro du refuge pour jeunes du comté de Montgomery. Elle m'a conduite elle-même dans sa Buick, et elle n'a pleuré qu'après avoir quitté le bord du trottoir. Ce refuge est devenu mon adresse, un lit superposé, des néons blafards, un couvre-feu à 22 heures, et 3 autres filles qui portaient chacune leur version de la même histoire. Le refuge sentait le nettoyant industriel et le pop-corn au micro-ondes. Les matelas étaient en vinyle. Les douches restaient tièdes pendant exactement 7 minutes avant que la minuterie ne coupe l'eau. Je partageais une chambre avec 3 filles, Danielle, qui dormait avec ses chaussures, Mackenzie, qui parlait dans son sommeil d'un certain Kyle, et une fille que tout le monde appelait Birdie, qui ne nous a jamais dit son vrai nom et qui est partie après 2 semaines sans dire au revoir. Un travailleur social nommé Monsieur Foss m'a aidé à ouvrir un compte bancaire à mon nom pour la première fois de ma vie. Je me suis assise face à une caissière et j'ai fait glisser mon certificat de naissance et ma carte de sécurité sociale sur le comptoir et les documents que Patricia m'avait confiés dans le noir. Quand la caissière a demandé un dépôt, j'ai mis $200 sur les 340 de Gérald, et j'ai gardé le reste pour le bus et la nourriture. Monsieur Foss m'a aussi aidé à m'inscrire aux examens du GED, équivalent du baccalauréat, puisque j'avais été retiré de l'école avant la fin de ma première. Il m'a inscrite à l'assurance maladie, ce qui m'a permis d'obtenir enfin l'inhalateur dont j'avais besoin depuis l'enfance. Gérald ne l'avait jamais acheté régulièrement, car il considérait que l'asthme était un problème de mentalité. J'ai trouvé un travail en moins d'une semaine, caissière dans une station-service sur 3rd Street. Équipe de nuit, $9,50 de l'heure. Je restais derrière une vitre par balle, scannant des boissons énergisantes et des tickets de loterie de 22 h à 6 h du matin, puis je rentrais au refuge dans la lumière grise de l'aube. Je gardais l'enveloppe de Patricia dans la poche intérieure de ma veste à tout moment, un pas pour l'argent, qui était presque épuisé, mais comme preuve qu'elle avait essayé, qu'elle m'avait aimé de la seule manière que la maison de Gérald autorisait. La première chose que j'ai achetée avec mon propre salaire fut une paire de baskets en promotion chez Walmart. $12, blanches avec une rayure bleue. Je les ai lacées sur le parking, je me suis tenu droite sur l'asphalte, et j'ai eu l'impression, pour la première fois depuis des mois, de fouler un sol qui m'appartenait vraiment. Avez-vous déjà vécu un moment comme celui-là? Où quelque chose de petit, de bon marché, vous donne enfin le sentiment d'avoir le droit d'exister? Je m'allongeais sur mon lit au refuge et je me demandais, pourquoi vouloir faire des études était-il considéré comme de la désobéissance? Pourquoi l'ambition était-elle une trahison? Si vous avez grandi dans une maison où vos rêves étaient traités comme un manque de respect, vous savez exactement de quoi je parle. Dites-le moi dans les commentaires, je les lis tous. J'ai obtenu mon GED 4 mois plus tard, avec un score de 92% en mathématiques. Ma grand-mère aurait été fière. À 18 ans, je me suis inscrite à l'université Saint-Clair, celle-là même où je postulais en secret quand Gérald m'avait découverte. L'ironie me pesait sur le cœur. Les aides financières couvraient la majeure partie des frais, mon salaire de la station-service couvrait le reste, tout juste. J'ai quitté le refuge pour un appartement partagé avec 2 autres étudiants, un studio que nous divisions en 3, dormant à tour de rôle car l'une de nous avait toujours un cours de nuit. Administration des affaires. J'ai choisi cette filière parce que ma grand-mère m'avait dit que j'étais doué pour les chiffres, et parce que je comprenais, d'une manière encore confuse, que l'argent était l'architecture invisible sous tout ce que Gérald avait construit et tout ce qu'il avait utilisé contre moi. Si je voulais cesser d'être contrôlé, je devais comprendre les rouages du contrôle. 500 km d'autoroute et un indicatif téléphonique différent me séparaient de Ridgewood Drive, mais Dayton a une façon bien à elle de vous rattraper par les rumeurs. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans m'a envoyé un message sur Facebook, « Ton père a pris un prêt sur la maison. Un truc pour le garage de Garrett. » Je suis allé vérifier. Registre public, bureau du greffier du comté de Montgomery. Gérald avait contracté une ligne de crédit hypothécaire, ELOC, de $85 000, garantie par le 4892 Ridgewood Drive. Les fonds avaient été débloqués le mois même où une nouvelle entreprise était enregistrée à l'État, Thornton & Son Auto Repair LLC. Son. Pas Docter, pas Family. Un après-midi,
mon trajet en bus vers le campus est passé par la zone commerciale de Linden Avenue. Et il était là, un panneau fraîchement peint, fond bleu et lettres jaunes, Thornton & Son Auto, monté sur un bâtiment que Gérald avait loué avec de l'argent emprunté sur la seule chose de valeur qu'il possédait. 85 000 $ pour le rêve de son fils. 340 $, c'était tout ce que ma mère avait pu gratter pour le mien. L'année de mes 20 ans, j'ai failli abandonner. Je cumulais 2 emplois, la station-service et un poste de femme de ménage le week-end dans un hôtel tout en suivant 15 heures de cours à Saint-Clair. Mon réveil sonnait à 5h30 chaque matin, et certains soirs, je ne me couchais pas avant 1 heure. Je mangeais des nouilles instantanées, des sandwichs au beurre de cacahuètes et les restes du petit déjeuner continental que l'hôtel laissait au personnel dans des boîtes en polystyrène. J'ai failli rater mon examen de comptabilité non pas parce que je ne comprenais pas les bilans, mais parce que je me suis endormi pendant l'épreuve. Je me suis vraiment endormi le stylo à la main, le visage sur la table et je me suis réveillé à 20 minutes de la fin avec une copie à moitié vide. Puis est arrivé le message d'un cousin, une capture d'écran d'un post Facebook de Gérald. Je ne l'avais pas dans mes amis, mais le réseau familial est poreux dans l'Ohio profond. Le post de Gérald disait, « Triste de dire que ma fille a choisi la rue plutôt que la famille. J'ai fait de mon mieux. Certains ne veulent pas être aidés. Priez pour elle. » En dessous, 11 commentaires de parents exprimant leur sympathie pour Gérald. Une tante a écrit, « Tu as fait tout ce que tu pouvais, Gère. Elle apprendra à la dure. » Personne ne m'a demandé mon avis. Personne n'a vérifié. Ce soir-là, après mon service à l'hôtel, j'étais dans le bus à 23h, le front contre la vitre froide, et j'ai pleuré pour la première fois depuis l'incendie. Pas de grands cris, pas de drame, juste des larmes qui coulaient sur le col de mon polo d'uniforme, qui sentait l'eau de Javel et la chambre d'hôtel de quelqu'un d'autre. Pendant 10 minutes, je me suis demandé si Gérald n'avait pas raison, si je ne perdais pas mon temps, si le monde n'était qu'une suite de pièces contrôlées par des hommes comme lui, où je ne trouverais jamais ma place. Puis, je me suis souvenu des mains de ma grand-mère, la courte pointe, les coutures, ces 3 hivers de patience. Tu es doué avec les chiffres, Bethany. Tu dois aller à l'école. J'ai essuyé mon visage avec ma manche. Je suis descendu à mon arrêt. Je suis rentré chez moi. Et le lendemain matin, j'ai repassé l'examen et je l'ai réussi. J'ai terminé mon diplôme au semestre de mes 21 ans. Pas de mention spéciale, pas de fanfare, juste un diplôme dans un dossier en carton et la certitude tranquille que personne ne m'avait fait de cadeau. Ce diplôme m'a permis de décrocher un emploi dans une société de titres de propriété, Howell & Dean. Poste de débutante, 15 $ de l'heure. Mon travail consistait à organiser les documents de vente, vérifier les registres de propriété et traiter les recherches de titres, toute la paperasse ingrate derrière chaque transaction immobilière à Dayton. Des piles d'actes, de mains levées, de cessions d'hypothèques et de dossiers de saisie passaient entre mes mains chaque jour. J'ai appris à les lire comme un mécanicien lit des codes moteurs, rapidement, précisément, en cherchant ce qui cloche. Le bureau était petit, 4 bureaux, une photocopieuse qui bourrait 2 fois par semaine, des néons qui grésillaient à une fréquence que j'étais la seule à entendre. Mais c'était à moi. Mon bureau, mon nom sur la boîte aux lettres, mes salaires déposés sur un compte auquel personne d'autre ne pouvait toucher. Linda Marsh était une courtière qui travaillait dans le bureau voisin. Elle avait 45 ans, des cheveux poivre et sel attachés en un chignon bas, et elle portait des lunettes de lecture au bout d'une chaîne qu'elle faisait tournoyer comme un lasso quand elle réfléchissait. Elle a commencé à me remarquer parce que j'étais toujours la dernière à quitter le bâtiment. Un soir, elle s'est penchée dans l'encadrement de la porte et a dit « Vous êtes encore là. » J'aime lire les dossiers, ai-je répondu, et c'était vrai. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous êtes plus intelligente que la moitié des agents que j'ai embauchés. Pourquoi n'avez-vous pas votre licence? J'y travaille, ai-je dit. Ce n'était pas encore vrai, mais ça l'est devenu l'instant d'après. Linda a commencé à me parrainer, autour d'un café, d'un déjeuner, devant des piles d'analyses comparatives. Elle m'a appris à évaluer un quartier, à calculer une valeur nette, à repérer une propriété en difficulté avant même qu'elle n'arrive sur les marches du tribunal. Dans l'immobilier, m'a-t-elle dit un jour, le papier, c'est le pouvoir. Celui qui détient l'acte détient la vérité. J'ai écrit cela sur un post-it que j'ai collé sur mon bureau. Il y est resté 2 ans. J'ai réussi l'examen de licence immobilière de l'Ohio du premier coup, 3 semaines après mon 22e anniversaire. Linda m'a embauché comme agent junior dans son agence l'après-midi même.
Je gagnais des commissions désormais. Pas beaucoup au début, mais assez pour emménager dans un studio où je n'avais plus besoin de dormir à tour de rôle, et assez pour commencer à alimenter un compte d'épargne que je consultais chaque dimanche matin avec une sorte d'incrédulité. Pendant ce temps, un millier de kilomètres et des années de travail acharné me séparaient du 4892 Ridgewood Drive, mais les registres publics se moquent de la distance. Grâce à ma société de titres, j'avais accès aux mêmes bases de données départementales que j'utilisais tous les jours. Je ne cherchais pas Gérald, je n'en avais pas besoin. Quand on travaille dans l'immobilier à Dayton, les informations sur chaque propriété, chaque privilège, chaque défaut de paiement, passent devant vos yeux comme de l'eau. Vous n'avez pas besoin de chercher, l'information vous trouve. Et voici ce qu'elle me disait, Thornton & Son Auto perdait de l'argent. Garrett avait embauché trop de monde, dépensé trop dans une rénovation inutile, et piochait dans le compte de l'entreprise pour des dépenses personnelles une Dodge chargée en leasing, des week-ends de fête avec sa petite amie. Le garage était ouvert depuis moins de 2 ans et fonctionnait déjà à perte. Gérald, au lieu de confronter son fils prodigue, a persisté. Il a refinancé la maison, fusionnant l'hypothèque d'origine et la ligne de crédit, et Locke, en un seul nouveau prêt, ce qui a poussé sa dette totale au-delà de la valeur réelle de la maison. Sur le papier, il était ruiné. Dans son esprit, il sauvait l'héritage familial. Un soir, en rentrant d'une visite, je suis passé par Linden Avenue. L'enseigne, Thornton & Son Auto, brillait encore, mais 2 de ses ampoules LED avaient grillé. Le T et le O étaient éteints. L'enseigne indiquait désormais Achernon & Son AUO. C'était le genre de détail qu'un romancier inventerait, mais c'était réel, et je l'ai vu, et j'ai continué ma route. L'appel est arrivé un dimanche matin, 6 mois avant que tout ne bascule. Je n'ai pas reconnu le numéro. J'ai failli ne pas répondre, j'étais en train d'analyser des biens pour un futur mandat. Mais une intuition m'a fait décrocher. Bête. Je n'avais pas entendu la voix de ma mère depuis 4 ans. Elle était plus fragile que dans mes souvenirs, tendue comme un fil transportant trop de courant. Maman? J'appelle du téléphone de Ruth. Madame Delano. Évidemment. Patricia n'avait pas de téléphone que Gérald ne puisse surveiller. Ruth m'a donné ton numéro il y a longtemps. Je ne savais pas si tu décrocherais. J'ai décroché. Silence. Puis, ton père subit beaucoup de stress, bête. Le garage ne va pas bien. Il boit davantage. Garrett ne vient plus beaucoup. Elle ne me demandait pas d'argent. Elle ne me demandait pas de revenir. Elle parlait, simplement. Comme quelqu'un qui a retenu son souffle dans une pièce close et qui voit enfin une fenêtre s'entr'ouvrir. Est-ce que tu vas bien, maman? Un silence. Je survis. Ce qui voulait dire, non. Maman, tu peux partir. Tu sais qu'il existe des ressources. Je peux t'aider à trouver. Je vais bien, bête. Je voulais juste entendre ta voix. Nous avons parlé 8 minutes de plus. Elle m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit que je travaillais dans l'immobilier. Elle a dit, ta grand-mère serait si fière, et sa voix s'est brisée. Puis elle s'est reprise. Et nous avons toutes les deux prétendu que rien ne s'était passé. Après avoir raccroché, je suis resté assise par terre pendant 10 minutes à fixer le mur. J'ai pensé à appeler Gérald. Je ne l'ai pas fait. J'ai pensé à appeler Garrett. Je ne l'ai pas fait. J'ai pensé à conduire jusqu'à Dayton et frapper à la porte du 4892 Ridgewood pour dire. Quoi? Qu'est-ce qu'on dit à un homme qui a brûlé vos affaires et qui a dormi paisiblement cette nuit-là? Rien. Il n'y avait rien à dire. 3 mois plus tard, j'étais à mon bureau, parcourant la liste hebdomadaire des saisies immobilières publiées par le comté, une tâche routinière de mon métier, à la recherche d'opportunités pour les clients de Linda. Et une adresse familière a figé ma main sur la souris, 4892 Ridgewood Drive. Avis de défaut de paiement. Bank of Dayton, NA. Date de mise aux enchères prévue, 60 jours. J'ai lu l'adresse 3 fois, puis une 4e. Puis je me suis redressé sur ma chaise et j'ai fixé le plafond pendant 1 minute entière, respirant par la bouche comme un nageur qui remonte à la surface après trop longtemps sous l'eau. 4892 Ridgewood Drive. Pavillon de 3 chambres. Numéro en laiton. Fauteuil inclinable dans le salon.
baril de brûlage dans le jardin. L'avis de défaut signifiait que Gérald avait manqué ses paiements pendant au moins 90 jours consécutifs. La banque avait déposé le dossier au comté. Un avis de vente suivrait, et la maison serait mise aux enchères sur les marches du tribunal, ouverte à tout enchérisseur muni d'un chèque de banque et d'impôt. Gérald Thornton, l'homme qui avait bâti toute son identité sur cette maison, qui en polissait les chiffres chaque printemps, qui en avait refait le toit de ses mains. Qui m'avait dit 100 fois que, sa maison signifiait ses règles, avait emprunté sur son dos jusqu'à ce que la banque décide qu'elle n'était plus à lui. J'ai sorti le dossier complet. La ligne de crédit d'il y a 3 ans, 85 000 $. Le refinancement d'il y a 2 ans, 60 000 de plus. Dette totale garantie contre une maison valant peut-être 185 000 $ dans un bon jour. Gérald n'avait pas payé son hypothèque depuis 6 mois. La banque avait suivi chaque étape légale, avis de défaut, délai de régularisation, avis de vente. Et Gérald n'avait rien fait. Pas de paiement, pas de négociation, pas de vente amiable. Soit il ne comprenait rien à la paperasse, soit il était trop fier pour demander de l'aide ou les deux. J'ai fermé l'onglet du navigateur. Je l'ai rouvert. Je l'ai refermé. Je suis allé dans la salle de pause, je me suis versé un café et je suis resté devant la fenêtre. Je me suis souvenu de l'incendie, de la courte pointe, du liquide inflammable, du tuyau d'arrosage qu'il tenait pour protéger sa pelouse. Ma maison, mes règles, ai-je murmuré pour moi-même. Plus maintenant. Puis je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert le calendrier des enchères. J'en ai parlé à Linda avant tout le monde. Nous étions dans son bureau, une pièce d'angle avec vue sur le parking d'un centre commercial, ce qui semble déprimant, mais Linda l'avait rempli de fougères et de photos de ses ventes réussies, et on s'y sentait plus dans une serre que dans un bureau. J'ai besoin de tes conseils, ai-je dit. Pas en tant que patronne, mais en tant que personne de confiance. Elle a posé ses lunettes. Je t'écoute. Il y a une propriété qui part aux enchères dans le comté de Montgomery. Pavillon de 3 chambres, terrain de 1000 mètres. Il faut refaire le toit et un peu de plomberie, mais la structure est saine. Les prix du quartier tournent autour de 185 000. L'estimation à l'enchère est probablement entre 120 et 140 000. Linda a penché la tête. C'est une bonne marge. Où est le piège? C'est la maison de mon père. Elle m'a regardé longtemps. Les fougères balançaient sous le souffle de l'aération. Puis elle a posé la question essentielle, est-ce une décision commerciale ou personnelle? Les deux, ai-je répondu. Alors laisse-moi te demander ceci. Si c'était n'importe quelle maison appartenant à un étranger, à ce prix et dans ce quartier, l'achèterais-tu? J'avais déjà fait les calculs. Achat aux enchères, environ 130 000. Frais de clôture et de titre, environ 4 000. Réparations estimées, toit, chauffe-eau, plomberie, 15 à 20 000. Coût total, environ 155 000. Valeur marchande après travaux, 185 à 190 000. Plus de 30 000 $ de plus-value immédiate. Oui, ai-je dit. Je l'achèterai. Alors tu as déjà ta réponse. Elle a marqué une pause. Mais Bethany, assure-toi d'acheter une maison, pas un combat. J'achète une maison, ai-je affirmé. S'il s'avère que c'est aussi la maison où mon père a brûlé tout ce que je possédais, c'est son problème, pas le mien. Linda m'a fixé par-dessus ses lunettes. Puis elle a hoché la tête lentement, comme elle le faisait quand une affaire tenait la route. Je vais t'aider pour l'accord de principe pour le prêt, a-t-elle conclu. Je n'avais pas cherché cette situation, mais je n'allais pas l'esquiver non plus. J'ai passé les 3 semaines suivantes à me préparer comme Linda me l'avait appris de la même manière que pour n'importe quel investissement locatif, avec les mêmes tableaux Excel et les mêmes vérifications d'usage. Car pour que cela fonctionne, tout devait être irréprochable. J'ai fait la recherche de titres moi-même. L'acte de propriété était au nom de Gérald seul. Patricia n'était pas sur le titre, une décision que Gérald avait prise lors de l'achat il y a 24 ans, prétendant que cela simplifiait les choses. Ce que cela simplifiait surtout, c'était son contrôle. Si la maison était à son nom seul, Patricia n'avait aucun mot à dire. Elle ne pouvait pas la vendre, ni la refinancer, ni l'empêcher d'emprunter sur son dos. Elle était une invitée dans sa propre maison, et elle l'avait toujours été. J'ai vérifié les privilèges, l'hypothèque d'origine, la ligne de crédit,
le refinancement, tout était rattaché à la propriété, tout était en défaut. J'ai confirmé la date de l'enchère, le lieu, le tribunal de grande instance de Montgomery, et les conditions de dépôt, un chèque de banque de 10% de la mise à prix, dû au moment de la vente. J'ai obtenu un préaccord pour un prêt immobilier d'investissement auprès d'une caisse de crédit locale avec laquelle Linda travaillait depuis des années. En combinant cela à mes économies et 4 ans de commission, les gardes à la station-service, les heures de ménage à l'hôtel, chaque dollar gagné depuis le jour où j'avais sauté par cette fenêtre de chambre, j'avais assez pour le dépôt de garantie, et même un peu plus. La nuit précédant l'enchère, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je suis resté assise sur le sol de mon appartement avec une tasse de thé et la seule photographie que je possédais encore de mon ancienne vie, un Polaroid de ma grand-mère me tenant dans ses bras à l'âge de 5 ans, pris lors d'un pique-nique paroissial. Je riais. Elle me regardait comme si j'étais la seule chose d'importance dans le cadre. J'ai rangé la photo dans mon portefeuille et j'ai réglé mon réveil pour 6 heures du matin. Le lendemain, j'allais me tenir sur les marches du tribunal du comté de Montgomery et enchérir sur la maison où mon père m'avait dit que je n'étais rien. Le chèque de banque dans mon sac était de 14 000 $, 10% de la mise à prix. Il représentait 6 ans de travail acharné, 6 ans de silence, et 6 ans passés à devenir quelqu'un que Gerald Thornton n'aurait jamais pu imaginer. Le tribunal du comté de Montgomery sentait la cire pour sol et le vieux papier. Les enchères se tenaient dans une salle au 2e étage, du linoléum, des chaises pliantes, un pupitre à l'avant. Environ 20 personnes étaient assises par groupe, pour la plupart des investisseurs ou des avocats. J'étais la seule femme de moins de 30 ans. Le commissaire-priseur passait les propriétés en revue, un duplex sur Wayne Avenue, un terrain vague près de Riverside, un immeuble d'appartements sur Salem avec un litige fiscal. Chaque bien était décrit dans un jargon juridique interminable, puis adjugé en 60 secondes de pancartes levées et d'enchères monotones. Puis, le lot numéro 7, 4892 Ridgewood Drive. Résidentiel unifamilial, 3 chambres, une salle de bain et demi, terrain de 1000 mètres. Vente par saisie. Mise à prix fixée par le créancier à 119 000 $. Ma poitrine s'est serrée. J'ai gardé ma pancarte à plat contre ma cuisse. 2 autres enchérisseurs ont levé la main immédiatement, un homme en polo de golf qui semblait acheter des maisons comme d'autres achètent des tickets à gratter, et une femme avec un porte-bloc représentant un groupe d'investissement régional. 119 122 500. L'homme au polo a abandonné à 128 000. La femme au porte-bloc a poussé jusqu'à 130 000. J'ai levé ma pancarte. 131 000. La femme au porte-bloc m'a regardé, a consulté son tableau Excel, puis a secoué la tête. Le commissaire-priseur a attendu. Le silence dans la salle était comme un souffle retenu. Adjugé. 131 000 $. Enchérisseur numéro 7. Je me suis approché de la table du greffier et j'ai signé. Le stylo était bas de gamme, un billet bleu du tribunal, le genre qui coûte 12 centimes en gros. Mais quand j'ai écrit « Bethany Thornton » sur le compromis de vente, ma main ne tremblait pas. Le greffier a jeté un coup d'œil au nom, puis au nom figurant sur le dossier de saisie, Thornton et Thornton. Elle a levé les yeux vers moi. J'ai soutenu son regard. Elle a tamponné le document sans un mot. Gerald avait laissé passer chaque occasion de sauver la maison. Chaque délai de grâce, chaque fenêtre de négociation, chaque chance de vendre avant que la banque ne reprenne le bien. Il était trop fier pour demander de l'aide, trop têtu pour admettre que son garage avait échoué, trop convaincu que le 4892 Ridgewood Drive serait toujours à lui parce qu'il l'avait décidé. Mais les décisions ne l'emportent pas sur les défauts de paiement, et les créanciers n'ont que faire de la fierté. L'acte de propriété a été enregistré 17 jours plus tard. Je suis allé chercher la copie certifiée un mardi après-midi, je me suis assise dans ma voiture sur le parking du tribunal, et je l'ai tenue à 2 mains. Acte de transfert. Bénéficiaire, Bethany Monsieur Thornton. Mon nom. Ma maison. Le samedi suivant, j'ai conduit jusqu'à Ridgewood Drive. Je n'étais pas retourné dans cette rue depuis 6 ans. Le quartier n'avait pas changé, pelouse tondue, boîte aux lettres au drapeau américain, pic UPS dans les allées, mais tout semblait plus petit. Cette façon qu'ont les lieux de l'enfance de rétrécir quand on y revient adulte, avec d'autres échelles de mesure. Je me suis garé en face du 4892. Les chiffres en laiton étaient ternis, Gerald ne les polissait plus. Le béton de la terrasse qu'il avait coulé lui-même était barré d'une longue fissure. La pelouse était tondue, pourtant.
Évidemment qu'elle l'était. Gérald laisserait le toit pourrir avant de laisser l'herbe dépasser les 5 centimètres. Il était d'ailleurs dehors, passant la tondeuse en ligne bien droite, portant la même chemise en flanelle que le jour où il avait brûlé mes affaires. Il ne m'a pas vu. Je suis sorti de ma voiture. Je me suis tenu sur le trottoir devant la maison, sa maison, ma maison, et j'ai demandé à une femme qui promenait son chien de me prendre en photo. Elle a souri et a accepté. Sur la photo, je me tiens devant les numéros en laiton, le 4892, visible au-dessus de mon épaule gauche. Mon expression est sereine, ni sourire, ni colère, juste là. J'ai imprimé la photo dans une pharmacie. Au dos, j'ai écrit en lettres capitales soignées, nouveau propriétaire. Acte enregistré, le date, bureau du greffier du comté de Montgomery. B. Thornton. Je l'ai glissé dans une enveloppe blanche, aucun nom à l'extérieur, exactement comme celle que ma mère m'avait donnée. Je suis retourné sur Ridgewood Drive une dernière fois, j'ai ouvert la boîte aux lettres au bord du trottoir, j'ai déposé l'enveloppe à l'intérieur, j'ai levé le petit drapeau rouge, et je suis parti. J'ai attendu un jour. Je voulais qu'il trouve l'enveloppe d'abord, qu'il tienne la photographie, qu'il lise le dos, qu'il sente le sol se dérober sous ses pieds avant d'entendre ma voix. Dimanche après-midi, 16h17. J'étais assise dans mon appartement à la table de la cuisine, les mains croisées, mon téléphone devant moi. Je l'ai pris et j'ai composé le numéro que je n'avais jamais effacé. Ça a sonné une fois. Une seule fois. C'est tout ce qu'il a fallu. Bethany. Sa voix était différente. Plus vieille, plus rocailleuse, comme du papier de verre trop utilisé. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que je n'attendais pas. Il avait la voix d'un homme qui attendait près du téléphone, mais qui ne l'avouerait jamais. Un homme qui avait gardé le numéro de sa fille enregistré pendant 6 ans sans jamais appeler, parce qu'appeler aurait signifié admettre que ce silence était de sa faute. Et admettre ses torts était la seule chose dont Gérald Thornton était incapable. Regarde ta boîte aux lettres, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table et je l'ai fixé pendant un long moment. Mon cœur battait la chamade, d'une manière qui m'a surprise. Pas de colère, pas de triomphe, mais à cause de cette étrange sensation de vertige, celle de fermer enfin un circuit resté ouvert pendant 6 ans. Il avait décroché à la première sonnerie. Il aurait pu laisser passer l'appel vers la messagerie. Il aurait pu attendre 3 sonneries, 4, 5, le temps de prétendre qu'il n'était pas impatient. Le temps de rassembler les morceaux de ce Gérald qui n'avait besoin de personne. Mais il ne l'avait pas fait. Il avait bondi sur le téléphone comme un homme qui tend la main vers quelque chose qu'il craint de voir disparaître. Je ne savais pas ce qu'il ferait ensuite. Je ne savais pas s'il allait fulminer, pleurer, débarquer à mon bureau ou rester assis sur le porche en silence. Mais je savais une chose avec une certitude absolue, pour la première fois de sa vie, Gérald Thornton allait ouvrir un courrier et découvrir que sa fille possédait le toit au-dessus de sa tête. Je n'étais pas là quand il l'a ouvert. Ce que je sais, je l'ai appris plus tard par Madame Delano, qui était assise sur son porche avec un thé glacé, avec une vue directe sur la boîte aux lettres de Gérald, car Ruth Delano avait 74 ans et estimait avoir gagné le droit d'observer son voisinage sans s'en excuser. Elle m'a raconté que Gérald était allé jusqu'au trottoir environ 20 minutes après mon appel. Il tenait toujours son vieux téléphone à clapet. Il a ouvert la boîte, a sorti l'enveloppe blanche, et l'a retournée dans ses mains. Pas de nom, pas d'adresse d'expédition. Il l'a déchirée, debout dans l'allée. Il a regardé la photographie. Ruth a dit qu'il est devenu totalement immobile, ce genre d'immobilité qui ne survient que lorsque le corps traite une information que l'esprit n'a pas encore intégrée. Il a fixé le recto, puis il a retourné la photo et a lu le dos. Ruth a raconté que sa main est retombée le long de son corps. L'enveloppe a voltigé jusqu'au sol. Il s'est assis sur les marches du porche d'entrée, ce même porche où il s'asseyait autrefois avec une bière pour surveiller son domaine. Et il n'a pas bougé pendant 40 minutes. Il n'a pas appelé Patricia. Il n'a pas crié. Il n'est pas rentré. Il est juste resté là, tenant la photo d'une main et son téléphone de l'autre, fixant la pelouse qu'il avait tondue le matin même, cette pelouse qui appartenait désormais à sa fille de 23 ans. Ruth m'a dit qu'il t'avait rappelé 3 fois, m'a confié Madame Delano plus tard au téléphone, de sa voix calme et posée. Je n'ai rien dit. Ça va, ma puce, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi.
Oui, ai-je dit. Je crois que ça va. Pendant 6 ans, Gérald avait contrôlé qui avait le droit de parler et qui devait rester silencieux. Maintenant, le silence était son lot, et c'est moi qui avais choisi de ne pas le rompre. 2 jours plus tard, Gérald est entré dans les bureaux de Marsh & Associates Realty, à 10h15, un mardi matin. J'étais à mon bureau, terminant mon 2e café, en train d'examiner un contrat de mandat pour une propriété sur Huffman Avenue. Linda était dans son bureau, la porte ouverte. 2 autres agents, Marc et Denise, travaillaient à leur poste. Un couple de clients patientait dans la salle d'attente en feuilletant un catalogue de maisons. La porte s'est ouverte et Gérald est entré comme on entre dans un tribunal. Chemise en flanelle, jean de travail avec une tache de graisse sur le genou gauche, casquette portant le logo, Thornton & Son Auto, celui de l'entreprise qui avait fermé 3 mois plus tôt. Il paraissait plus vieux, le visage émacié, les yeux cernés, mais sa posture était la même, rigide, autoritaire, la posture d'un homme qui s'attend à ce que les pièces se réorganisent autour de lui. Il a balayé le bureau du regard et m'a trouvé. Bethany. J'ai levé les yeux. Ma plaque nominative lui faisait face, Bethany Thornton, agent immobilier agréé. Gérald, ai-je dit pas, papa. Plus maintenant. Il a traversé la pièce en 4 enjambées. Tu trouves ça drôle? Tu crois que tu peux me prendre ma maison? J'ai posé mon stylo. Elle a cessé d'être ta maison quand tu as arrêté de payer ton hypothèque il y a 6 mois. La banque a lancé une procédure de saisie. Les enchères étaient publiques. Quiconque avait un financement pouvait enchérir. J'avais un financement. J'ai enchéri. J'ai gagné. Tout est enregistré au bureau du comté. C'est ma maison. Sa voix est montée dans les aigus. Marc et Denise ont arrêté de taper sur leur clavier. Le couple de clients dans la salle d'attente a levé les yeux. J'ai construit cette terrasse. J'ai refait ce toit. Et puis tu as emprunté sur leur dos jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, ai-je rétorqué. J'ai gardé une voix égale. Tu as pris une ligne de crédit de 85 000 $ pour le garage de Garrett. Puis un refinancement de 60 000 de plus. Le garage a fait faillite. Les paiements ont cessé. La banque a suivi la procédure. Ce n'est pas quelque chose que je t'ai fait, Gérald. C'est quelque chose qui est arrivé à cause des choix que tu as faits. Il est resté là, respirant bruyamment, les poings serrés. La pièce était plongée dans ce silence particulier où tout le monde fait semblant de ne pas regarder. Linda est sortie de son bureau. Elle était calme, de ce calme propre à une femme qui a conclu 1200 transactions, inébranlable, posée, avec cette autorité qui n'a pas besoin de volume. Monsieur, je vais vous demander de baisser d'un ton. Nous sommes dans un lieu de travail. Gérald s'est tourné vers elle. Vous ne connaissez pas cette fille. Elle a appelé les services sociaux contre son propre père quand elle avait 14 ans. Voilà qui vous avez embauché. Linda n'a pas scié. Elle m'a regardé. J'ai soutenu son regard. J'ai fait un signalement à ma conseillère scolaire, ai-je dit, parce que tu m'as hurlé au visage pendant le dîner. Les services sociaux sont venus parce qu'ils devaient venir. Tu n'as été inculpé de rien. Mais tu t'es assuré que chaque membre de la famille soit au courant, et tu t'en es servi pour m'isoler pendant 3 ans. Alors soyons exacts sur les faits, Gérald. Le couple de clients nous dévisageait ouvertement désormais. Denise avait la main figée sur son clavier. Marc avait discrètement sorti son téléphone pas pour filmer, il le tenait juste par réflexe. Le visage de Gérald a viré au rouge. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Je t'ai élevé, a-t-il dit. Sa voix était plus basse maintenant, mais la menace était toujours là. Je t'ai nourri. Je t'ai donné un toit. Et voilà ce que j'ai en retour? Tu as brûlé tout ce que je possédais dans le jardin, ai-je répliqué. Mes vêtements, mes livres, la courte pointe de ma grand-mère. Tu te tenais là avec un tuyau d'arrosage pour protéger ta pelouse, et tu as laissé 6 ans de ma vie partir en cendres. Et puis, tu as dit à toute la famille que j'étais ingrate. J'ai marqué une pause. Chaque personne dans ce bureau écoutait. Tu n'as pas le droit de détruire les biens de quelqu'un, et de venir te plaindre ensuite quand tu perds les tiens à cause de tes propres décisions. Gérald m'a fixé. Je voyais les rouages derrière ses yeux grincés, cherchant l'angle, le levier,
le mot qui ferait basculer cette réalité vers une version qu'il pourrait contrôler. Mais il n'y avait pas d'angle. Il n'y avait pas de levier. L'acte était enregistré. L'enchère était légale. Les chiffres étaient publics. Tu as 30 jours, ai-je conclu. C'est le délai d'expulsion standard selon la loi de l'Ohio. Je ne le raccourcirai pas. Je ne le prolongerai pas 30 jours. Il s'est tenu là, au milieu du bureau, entouré de gens qui savaient désormais exactement qui il était. Et pour la première fois de sa vie, il n'a rien trouvé à dire. Il est sorti sans même fermer la porte. Vous savez, en le regardant partir depuis mon bureau, j'ai réalisé quelque chose que je n'attendais pas, il n'avait toujours pas compris. Il pensait toujours que cette maison était une question de pouvoir. Son pouvoir. Il n'a jamais envisagé que je ne l'avais pas acheté pour lui prendre quoi que ce soit. Je l'ai acheté parce que je le pouvais. Parce qu'il y a 6 ans, je ne pouvais même pas m'acheter un ticket de bus, et que maintenant, je pouvais m'acheter une maison. Il se trouvait juste que c'était la sienne. Mais voici ce qui tourne en boucle dans mon esprit, y a-t-il une différence entre la justice et la vengeance quand la personne visée ne voit pas où est le problème? Qu'en pensez-vous? Est-ce que le nom qu'on lui donne importe, ou est-ce que seul compte ce que cela vous a coûté? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. Garrett m'a appelé 4 jours plus tard. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis mes 17 ans. Bête. Il avait la voix d'un homme dans une pièce en flammes, qui vient de réaliser que la sortie est verrouillée. Je sais que nous n'avons pas enfin, ça fait. Écoute, papa a besoin d'un endroit où aller. Il a 30 jours, c'est ça? Il me l'a dit. C'est ça. D'accord. Alors voilà le truc. Un silence si long que j'entendais le bruit de sa gorge quand il déglutissait. Je n'ai pas vraiment de place. Kelly et moi, on est dans un 2 pièces à Columbus. C'est serré. Je ne peux pas le prendre. Garrett, ai-je dit, il a hypothéqué la maison pour ton garage. 85 000 $. Il a refinancé pour 60 000 de plus afin de garder l'affaire à flot quand elle a commencé à couler. Tu le sais, n'est-ce pas? Silence. Il a tout misé sur toi, ai-je poursuivi. Tout. La maison, son crédit, sa retraite. Il a tout investi dans Thornton & son auto. Et quand le garage a fermé, tu es parti à Columbus. C'est pas je ne lui ai pas demandé de le faire. Est-ce que tu l'as remboursé? Nouveau silence. La réponse était dans ce vide. Bête, je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Je n'ai pas dit que tu l'étais. Mais je ne suis pas la solution non plus. Tu as eu 22 ans de son soutien, j'ai eu 17 ans de son contrôle. Il t'a donné une entreprise, il m'a donné un baril de brûlage. Et maintenant, tu appelles la fille qui l'a jeté dehors, pour qu'elle répare ce que celui qui l'a choisi n'a pas su préserver. Sa respiration était erratique. Je ne vends pas la maison, ai-je conclu. Et je ne le laisse pas vivre là gratuitement. Ce n'est pas ma responsabilité. Si tu veux aider ton père, aide-le. Mais tu ne peux pas me refiler ce fardeau. J'ai raccroché, et je suis resté là à penser à cette enseigne, Thornton & son auto, et à la manière dont l'argent et la foi de toute une famille s'étaient évaporés dans ces 4 mots. Et quand l'enseigne s'est éteinte, le fils a continué sa route. Il avait tout misé sur son fils l'a laissé dans vue. Gérald a déménagé le 27e jour. Pas d'appel, pas d'adresse de transfert. Madame Delano m'a dit l'avoir vu charger un pick-up prêté, pas celui de Garrett avec des cartons, un sac de sport et son fauteuil inclinable. Il est parti chez un cousin, de l'autre côté de Dayton. Le trône est parti avec lui, le royaume, non. J'ai attendu une semaine. Puis je suis allé au 4892 Ridgewood avec un serrurier, un entrepreneur, et un coffre rempli d'émotions que je n'avais pas encore triées. La maison était plus sombre que dans mes souvenirs. Gérald l'avait laissée dans un sale état, une moquette tachée, un robinet de cuisine qui fuyait, un salon qui sentait la bière et le vieux journal. Mais les murs étaient droits. Les fondations n'avaient pas bougé, même si l'homme qui vivait au-dessus s'était effondré. J'ai parcouru chaque pièce en prenant des notes pour l'entrepreneur, nouveau toit, chauffe-eau, refaire la plomberie de la salle de bain, repeindre. C'était un chantier, pas un miracle. Le genre de maison dont j'avais appris à voir le potentiel grâce à Linda. Puis,
Je suis arrivé dans la chambre du fond. Mon ancienne chambre, celle que Gérald avait transformée en salle de sport pour Gareth. Le banc de musculation n'était plus là. Le miroir non plus. Mais dans un coin, derrière une porte de placard coulissante, il y avait une étagère dont Gérald ne s'était apparemment pas soucié, supposant qu'elle était vide. Elle ne l'était pas. J'y ai trouvé une boîte à chaussures Nike, écrasée et poussiéreuse. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, 3 pages arrachées d'un carnet de croquis, les bords noircis et brûlés. Un dessin au fusain représentant des mains de femme, les mains de ma grand-mère, dessinées de mémoire quand j'avais 16 ans. 2 autres croquis en dessous, à moitié détruits. Et tout au fond, plié en un petit carré, un morceau de tissu, du coton patchwork, roussi sur les bords. Une odeur de lavande, presque imperceptible. Un seul carré de la courte pointe. Gérald était allé fouiller dans les cendres. Après que le feu se soit éteint, que je sois retourné dans ma chambre, et que le quartier ait éteint ses lumières. Il avait plongé la main dans ce baril de brûlage et en avait sorti ces quelques objets. Il les avait gardés dans une boîte à chaussures, sur une étagère de placard, pendant 6 ans. Il ne me l'a jamais dit. Il ne s'en est jamais servi pour s'excuser. Il les a juste gardés, comme il avait gardé mon numéro de téléphone, en silence, en privé, inutilement. J'ai tenu ce carré de tissu et je me suis assise sur le sol nu de mon ancienne chambre, ressentant quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Pas du pardon, ni de la colère, quelque chose entre les deux. Comme trouver une empreinte de main dans du ciment laissée par quelqu'un qui a brisé votre fenêtre. Cela ne changeait pas ce qu'il avait fait, mais cela changeait la forme de mes souvenirs, d'un homme qui ne savait que détruire, il devenait un homme qui savait aussi regretter, mais qui choisissait la mauvaise manière de le porter, à chaque fois. Patricia m'a appelé 3 jours après que j'ai changé les serrures. Sa voix était différente, je l'ai remarqué immédiatement. Ce n'était plus cette tension de fil de fer que j'avais entendue 6 mois plus tôt, mais quelque chose de limpide, comme de l'eau claire. Toujours prudente, toujours calme, mais présente d'une manière qu'elle n'avait plus montrée depuis des années. Il loge chez Dal, a-t-elle dit. Dal était le cousin de Gérald, une maison dans les quartiers ouest, avec un canapé-lit et aucune question. Il a pris son fauteuil et 3 cartons. C'est tout. Et toi, ai-je demandé. Je suis toujours à la maison. Un silence. Ta maison. Aucune de nous n'a parlé pendant quelques secondes. Bête, est-ce que tu veux que je parte? Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine et j'ai fermé les yeux. Je l'ai revu dans le noir, 6 ans plus tôt, me glissant une enveloppe dans la main. $340, un certificat de naissance, une carte de sécurité sociale, toute la fortune d'une femme qui avait passé 24 ans sous un toit qui ne lui appartenait pas, mariée à un homme qui traitait le silence comme un consentement et l'obéissance comme de l'amour. Est-ce que tu veux rester, ai-je demandé. Elle a éclaté en sanglots. Pas ses pleurs étouffés, une main sur la bouche, qu'elle avait appris chez Gérald. De vrais sanglots. Ceux qui prennent de la place. Ceux qu'on pousse quand on réalise qu'on vient de vous offrir une porte de sortie. Oui, a-t-elle murmuré. S'il te plaît. Alors reste. 2 cents par mois. Assez pour couvrir les factures et te donner ta dignité. Je ne te fais pas l'aumône, maman. Je te propose un bail. 200, a-t-elle répété. Je fais refaire le toit le mois prochain. Le plombier passe jeudi. Et maman. J'ai marqué une pause. Son nom n'est plus nulle part. Ni sur l'acte, ni sur la boîte aux lettres, ni sur les règles de cette maison. Elle a pleuré de nouveau. Mais cette fois, c'était le genre de pleurs que l'on a quand un poids s'envole, et que le corps ne sait pas encore comment gérer cette légèreté. J'aurais dû faire plus, bête. Je le sais. Tu m'as donné l'enveloppe, maman. C'était suffisant pour commencer. Cette nuit-là, pour la première fois en 24 ans, Patricia Thornton a dormi dans une maison dont la porte d'entrée n'était pas verrouillée de l'extérieur, car la personne qui détenait la clé était sa fille et sa fille croyait aux portes qui s'ouvrent de l'intérieur. J'ai passé les 4 week-ends suivants au 4892 Ridgewood avec une boîte à outils, un entrepreneur nommé Eddie qui devait un service à Linda, et un entêtement dont j'ai apparemment hérité de la seule personne à qui je voulais le moins ressembler. Nous avons arraché les vieux bardeaux pour en poser de nouveaux gris anthracite au lieu du marron délavé de Gérald. J'ai choisi la couleur moi-même, restant 20 minutes dans l'allée du magasin de bricolage à passer mes doigts sur les échantillons.
J'ai repeint l'extérieur en blanc cassé avec des finitions bleu ardoise ou une palette si différente du beige et du brun de Gérald que, de la rue, la maison semblait être une structure totalement différente. C'était le but. Les chiffres en laiton sont restés. Je les ai nettoyés, pourtant. Ils méritaient mieux que la négligence. À l'intérieur, Patricia et moi avons arraché ensemble la moquette tachée, pour découvrir des parquets en bois dessous que Gérald avait recouverts dès leur emménagement, parce qu'il n'aimait pas le bruit des pas. Nous les avons poncés et vitrifiés, et la maison s'est remplie de l'odeur du polyuréthane et des nouveaux départs. Ce ne sont pas les mêmes odeurs, mais elles arrivent à la même saison. J'ai retransformé la chambre du fond, celle qui avait été la salle de sport, le placard, la chambre qui avait été la mienne en une vraie chambre. Nouvelle peinture, nouveaux rideaux, et sur le mur, dans un cadre en chêne tout simple, j'ai accroché le carré de tissu trouvé dans la boîte à chaussures, avec ses bords brûlés et son parfum de lavande fanée, ainsi préservé. Madame Delano est passée un dimanche avec un plateau de soucis et 2 sacs de terreau. Nous nous sommes agenouillés ensemble dans le jardin, à l'endroit exact où se trouvait le baril de brûlage, et nous avons planté des fleurs. De couleur orange doré, le genre de fleurs qui reviennent chaque année sans qu'on le leur demande. Il brûlait des choses dans ce jardin, ai-je dit. Ruth a tassé la terre autour d'un plan et a souri. Et toi, tu y as planté la vie. Gérald a appelé en octobre. 5 mois après l'enchère, 1 mois après la floraison des soucis. J'étais assise sur le porche, mon porche, buvant un café et regardant le quartier sombrer dans ce calme de début de soirée qui donne aux banlieues de l'Ohio des airs de tableau. Les arbres de Ridgewood Drive changeaient de couleur. Madame Delano m'a fait un signe de la main depuis son jardin. Patricia était à l'intérieur, regardant la télévision. Ce qu'elle voulait, au volume qu'elle voulait. Mon téléphone a vibré. Le numéro de Gérald. J'ai regardé l'écran pendant 3 sonneries. Puis j'ai décroché. Bethany. Sa voix était comme du gravier et de la distance. Gérald. Un silence si long que j'entendais un chien aboyer à 2 rues de là. Tu as toujours été têtu, a-t-il dit. J'ai toujours été déterminé, ai-je corrigé. Tu appelais ça de l'entêtement parce que ça ne te servait pas. Nouveau silence. Je l'entendais respirer ce souffle lourd et laborieux d'un homme de 56 ans dont la fierté avait tout coûté, et dont les poumons n'étaient plus ce qu'ils étaient. Comment va ta mère, a-t-il demandé. C'était la première fois qu'il s'enquérait de Patricia dans une conversation avec moi. Pas, ma femme, pas, elle. Ta mère. Elle va bien, ai-je répondu. Elle est à Ridgewood. Elle est en sécurité. Il n'a pas réagi. Je ne sais pas s'il en était capable. Gérald, ai-je ajouté, je ne vais pas prétendre que ce que tu as fait était acceptable. L'incendie, l'isolement, la manière dont tu m'as effacé de la famille. Je ne vais pas prétendre que rien de tout cela n'est arrivé. J'ai marqué une pause. Mais je ne vais pas te punir éternellement non plus. Je ne te faciliterai pas la tâche. Mais je ne condamnerai pas la porte. Alors, c'est quoi, ça, a-t-il demandé. C'est une conversation, ai-je dit. C'est tout ce que c'est pour le moment. Il est resté silencieux un long moment. D'accord, a-t-il soufflé, avant de raccrocher. J'ai posé le téléphone sur la rampe du porche et j'ai repris mon café. Le ciel était ambré, s'assombrissant. Quelque part à l'intérieur, Patricia a ri de quelque chose à la télévision, un son que je ne lui avais pas entendu produire depuis des années, peut-être même jamais, et les fenêtres brillaient d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec le chauffage. Il a perdu cette maison de la même manière qu'il m'a perdu, en refusant de croire que nous pouvions partir. Je suis assise sur le porche à nouveau tandis que je vous raconte cela le matin cette fois, tôt avant que le quartier ne s'éveille. Mon café est dans un mug acheté en friperie, le genre avec une anse ébréchée et un motif floral délavé qui me rappelle le tissu d'une courte pointe. La pelouse est à moi. Le toit est à moi. Les numéros en laiton qui indiquent 4892 accrochent les premiers rayons du soleil. Et ils brillent maintenant, parce que certaines choses méritent qu'on en prenne soin, même quand la personne qui les a installées ne savait pas comment le faire. Je n'ai pas acheté cette maison pour me venger. Je l'ai achetée parce que c'était un investissement judicieux. Parce que j'avais les connaissances, le capital et la licence pour prendre cette décision. Et parce qu'il y a 6 ans, j'étais une fille de 17 ans debout dans ce jardin, sans rien, regardant tout ce que je possédais se transformer en fumée. Et je m'étais promis, en silence et sans témoin,
que je bâtirais quelque chose à partir de ces cendres. Je ne savais simplement pas que ce quelque chose serait aussi littéral. S'il y a une leçon à tirer, ce n'est pas celle que vous attendez. Ce n'est pas « travaille dur et tu leur montreras ». Ce n'est pas « la meilleure vengeance est le succès ». C'est plus simple et plus dur que ça. Ma grand-mère a cousu cette couverture pendant 3 hivers. Elle a coupé le tissu, choisi les motifs, enfilé les aiguilles, et s'est assise dans son fauteuil nuit après nuit, fabriquant un objet qui gardait la chaleur parce qu'elle voulait que j'aie chaud. Cela a demandé de la patience. Cela a demandé des mains. Cela a demandé du temps qu'elle ne savait pas compter. J'ai tout perdu et j'ai tout reconstruit en 6 ans. Les deux ont été faits à la main. Si vous êtes dans votre première année, l'année où tout n'est que cendre et où vous vous tenez dans un jardin sans rien, je veux que vous sachiez que ce n'est pas la fin. Mais personne ne vous portera pour sortir de là. Vous devez enjamber le rebord de la fenêtre vous-même. L'enveloppe aide, mais le chemin, c'est vous qui le faites. C'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cela compte plus que vous ne le pensez. Si quelqu'un dans votre vie a besoin d'entendre ceci, envoyez-lui cette vidéo. Et si vous voulez plus d'histoires sur des personnes qui ont tout reconstruit à partir de rien, il y a un lien dans la description. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans la prochaine.